La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Nous en sommes arrivés au bout. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus. Ils constituent un tournant. Ils rassemblent dans une architecture cohérente la déclaration de principe, l'accord de paix et le cadre d'intégration économique régionale, pour offrir au peuple de la région une perspective nouvelle, celle de sortir enfin du cycle des violences, des déplacements forcés, de la méfiance et de la défiance, afin d'entrer dans une ère de bon voisinage, de coopération et de prospérité partagée. Pour ceux qui la concernent, la République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Notre main est tendue pour une coopération apaisée, fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la lutte commune contre les groupes armés, la fin de tout soutien à des forces négatives et l'ouverture de perspectives économiques équitables au bénéfice de nos deux peuples. Pour ma part, je veux croire que ce jour marque le début d'un chemin nouveau, un chemin exigeant, certainement difficile, mais un chemin où la paix n'est plus seulement un vœu, mais un cap. La République démocratique du Congo y prendra toute sa part, avec dignité, avec conscience et constance, et avec le soutien de ses partenaires. Nous demeurons vigilants, mais pas pessimistes, lucides, mais résolument optimistes. Que ces accords de Washington pour la paix et la prospérité soient pour nos peuples le symbole d'un engagement irréversible à tourner la page des confrontations et à ouvrir celle de la coopération et de la stabilité durable dans toute la région. Je vous remercie. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, folks.
Karim Yayaoui qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Karim. Bonsoir. Et à Bruxelles avec notre invitée Colette Braeckman. Bonsoir, vous êtes journaliste au quotidien belge Le Soir, spécialiste de la région des Grands Lacs. Merci beaucoup d'être avec nous. D'abord, votre réaction, Colette Braeckman, à cette signature avec Donald Trump, cette mise en scène. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable accord de paix ? Il me semble qu'on a un petit souci, un petit problème de son, avec un petit problème de connexion avec Colette Braeckman. En attendant, je vous la pose. Elle est revenue. Non, moi je vous entends. Ah, vous m'avez entendu ? Donc, est-ce que c'est un véritable accord ? Oui, je vous entends. Oui. Est-ce un accord de paix dont on parle ? C'est un accord qui satisfait certainement les trois protagonistes à Washington. Chacun trouve son intérêt. Je pense que le président Tshisekedi se trouve conforté. On ne va pas remettre son pouvoir en question. Il peut espérer peut-être que les Américains le laisseront briguer un troisième mandat. Pour Donald Trump, c'est très intéressant parce qu'il y a un accord conclu sur les minerais stratégiques, pas seulement ceux du Kivu, le coltan et tout ça, mais aussi et le cobalt, mais aussi les minerais du Katanga qu'il souhaite pouvoir exporter via le corridor de Lobito, la côte angolaise, et donc directement sur l'Atlantique, ce qui va contrer les ambitions et le commerce de la Chine. Et quant au président Kagame, il estime qu'il nie toujours que son armée soit présente au Kivu. Il n'a pas levé ce qu'il appelle des mesures défensives. Son armée est toujours très près de la frontière. Il soutient toujours le mouvement rebelle M23 qui, au moment même où l'accord est signé, poursuit des combats extrêmement violents dans le sud Kivu. Et donc les trois protagonistes ont des raisons de se réjouir de cet accord. Les seuls qui sont oubliés, ce sont les Congolais, les enfants qui travaillent dans les mines, les femmes qui sont violées et qui sont maintenant privées d'aide humanitaire, les millions de déplacés qui errent dans la région, eux, me semble-t-il, n'apparaissent pas dans l'accord. Vous restez avec nous, Colette Braeckman. Une question justement à Karim Yayaoui. Cet accord de paix donc n'est pas véritablement un accord de paix. Ce que vient de dire Colette Braeckman, c'est les trois protagonistes ont un intérêt à le signer, mais sur place il y a encore des combats. En tout cas, c'est ce que disent les sources locales. Et le peuple lui-même ne figure pas vraiment dans cet accord. C'est vrai que sans doute que ces trois hommes y ont intérêt, mais sur le terrain, la situation reste critique. Et cet accord de paix, en réalité, ceux qui le signent n'y croient pas vraiment. En tout cas, ils ne croient pas forcément à des répercussions sur le terrain. D'ailleurs, on a vu à quel point le chemin a été long et compliqué pour arriver à cette signature, puisqu'il y a déjà d'abord eu une espèce de déclaration de principe qui avait été signée, c'était déjà il y a un moment, en avril dernier. Ensuite, un accord de paix soi-disant signé en juin sous l'égide de Donald Trump. Et puis après, on nous explique que finalement, cet accord de paix n'est pas suffisant puisqu'il faut mettre en place une deuxième clause qui serait liée à l'intégration économique dans la région du Rwanda. Donc, d'accord, de signature, d'aller-retour en aller-retour. On a clairement le sentiment qu'aujourd'hui, on veut nous donner l'impression que cet accord de paix signé à Washington vient chapeauter tout ce qui a été mis en place depuis des mois, sauf que tout ce qui a été mis en place depuis des mois ne fonctionne pas. En parallèle des efforts de Washington, on a vu aussi le Qatar s'impliquer dans la région pour tenter de mettre en place un dispositif de surveillance de cessez-le-feu qui est totalement inefficace. Sur le terrain, eh bien les combats continuent dans la région, dans l'est du pays, et chacun se renvoie la responsabilité de l'échec, puisque du côté de la République démocratique du Congo, on demande à ce que les soldats rwandais, qui seraient quelques 4000 sur place, quittent le territoire. Du côté du Rwanda, on demande à ce que les FDLR qui combattent côté congolais et que les Rwandais accusent d'avoir participé au génocide soient neutralisés. Rien de tout ça n'est fait. Et aujourd'hui, on nous explique qu'on signe un accord historique. Colette Braeckman, vous êtes d'accord? Finalement, il n'a rien de très historique, cet accord. Non, à part la mise en scène, l'invitation de quelques chefs d'État africains pour soi-disant cautionner l'accord, mais sur le terrain qui est celui qui nous importe, qui est le sort de la population congolaise qui connaît la guerre depuis 30 ans et qui a des millions de victimes, malheureusement rien ne sera changé, sauf qu'on va peut-être d'une certaine façon légitimer la poursuite du pillage des ressources qui cette fois vont partir aussi pour les États-Unis
États-Unis et peut-être continuer, être retraité, nettoyé, en passant par le Rwanda, qui est unanimement désigné comme une puissance agressive, qui doit se défendre, qui estime qu'il doit se défendre contre un retour éventuel des génocidaires d'il y a 30 ans, qui ont tout de même pris de l'âge et qui ne sont probablement plus très nombreux. Mais le Rwanda estime qu'il a encore un droit de regard et de préemption dans la région. Colette Braeckman, est-ce que ça veut dire qu'en fait, les États-Unis de Trump mettent véritablement un pied dans cette région qu'ils avaient peut-être ignorée pendant un temps ? Mais je crois que c'était ça le contenu du deal. Lorsque le président Tshisekedi a fait appel aux Américains, il a mis en avant les ressources de son pays, les ressources du Katanga, qui est riche en uranium, en cuivre, les ressources de l'Est, et c'est ça qui intéresse les États-Unis. Et très tôt, lors de la négociation, il a promis l'ouverture de ce qu'on appelle le corridor de Lobito. Et ça, c'est le point essentiel dont on ne parle pas. C'est une combinaison de chemins de fer, de rails, routes qui mènerait vers les ports angolais et qui permettrait de faire sortir les minerais du Katanga par la côte atlantique. Et ça, c'est un point qui intéresse vivement les États-Unis parce que ça permet de contrer la Chine, de contrer les accords qui avaient été conclus par Joseph Kabila avec la Chine, qui fait que maintenant la Chine est le principal pays destinataire des ressources du Congo. Et l'intérêt des Américains, c'est d'inverser ce mouvement et de devenir eux-mêmes les premiers acheteurs, les premiers acquéreurs de toutes les ressources du Congo. Et donc, on retourne au 19e siècle, finalement, dans une situation pratiquement coloniale où on veut inverser le mouvement et où les Occidentaux, enfin, en tout cas les Américains, veulent reprendre la main sur l'exploitation des ressources de ce pays. Karim Yayaoui, parce que les Chinois étaient bien devant les Américains dans cette région. Oui, bien devant. Ils dominent largement le marché dans cette région du monde. Voici quelques chiffres. Ils détiennent des parts dans 15 des 19 projets de cuivre de la région et de cobalt aussi, et contrôlent 80% de la production de cobalt. Donc le retard américain est considérable. Deux sociétés américaines ont tout de même lancé des opérations minières dans la région. C'est tout récent. Une société qui s'appelle Cobalt Metals, qui est soutenue par le milliardaire Bill Gates et par Jeff Bezos, et qui a acquis des participations dans des gisements de lithium. C'est dans le Nord Kivu. Mais évidemment, tout ça ne suffira pas pour combler le retard des Américains. C'est pourquoi Donald Trump veut vraiment mettre le pied dans cette région. Et en parallèle de cet accord de paix qui ne ramènera sans doute pas la paix, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été signées avec la République démocratique du Congo, notamment pour acquérir ou en tout cas pour exploiter des minerais particulièrement utiles aux Américains. Et donc, comme d'habitude avec Donald Trump, il y a cette volonté de faire la paix, mais qui est en vérité portée par des intérêts économiques et stratégiques. Et c'est à chaque fois cette réalité-là avec Donald Trump, que ce soit en Ukraine ou que ce soit dans d'autres régions du monde. On attend d'ailleurs cette image de Donald Trump avec Tshisekedi et Kagame, puisqu'il devrait signer dans quelques instants cet accord de paix historique, comme ils disent. Colette Braeckman, est-ce que ce projet de Trump des Américains de mettre véritablement un pied, ce que vous expliquiez, dans cette région, est-ce que c'est réalisable véritablement? D'après ce que j'ai lu, l'idée, ça serait de transformer les minerais congolais au Rwanda, ensuite les acheminer par chemin de fer. Ça semble très compliqué. Non, ce sont des choses différentes. Il y a d'abord, le Congo est un pays immense et grand comme l'Europe, et donc vous avez les minerais qui se trouvent au Kivu, c'est-à-dire le colombo-tantalite, le lithium de Manono, qui se trouvent donc vraiment dans l'est du Congo et qui sont déjà acheminés aujourd'hui vers le Rwanda. Et alors là, le Congo se plaint que c'est illégal, que c'est du pillage, etc. Ici, cet accord permettrait en quelque sorte de légaliser cette exportation. Le minerai transite par le Rwanda, il y est transformé, emballé, conditionné correctement, et puis il part vers une destination probablement qui pourrait être
les États-Unis, peut-être aussi Doha pour certains, pour les pierres précieuses ou pour l'or, ça pourrait être les Émirats. Par contre, pour le Katanga aujourd'hui, 80% de la production, pratiquement tout part en Chine. Et c'est ça qui dérange les Américains, parce que la Chine a une avance considérable dans les technologies de pointe, grâce à cet accès au cuivre, mais surtout au cobalt du Katanga. Et si on inverse ce mouvement, et si les flux peuvent repartir par la côte atlantique via l'Angola, là ça prive l'accès à la Chine. Maintenant la question est, la Chine a conclu des contrats avec le Congo, la Chine va-t-elle se laisser laisser ses contrats être annulés par la seule initiative de Kinshasa? On peut en douter, je pense que la Chine n'est pas un pays belliqueux, mais elle a peut-être d'autres moyens de pression. Les Américains aussi ont des moyens de pression, notamment pour pacifier l'Est du Congo et sécuriser leurs éventuels investissements. On parle de la présence de Eric Prince, qui autrefois était propriétaire de la société Blackwater, et du déploiement de mercenaires qui pourraient prêter main forte à Kinshasa. Comment la Chine pourrait-elle réagir, Colette Braeckman? Ah ben ça, on ne sait pas. La Chine est apparemment très pacifique. On n'entend pas parler de réactions violentes. Je pense que la Chine observe, mais vu sa présence dans l'économie congolaise, il me semble qu'elle a des moyens de pression qui pourraient surprendre. Mais la Chine, pour l'instant, n'a pas réagi officiellement. Et les violences continuent, hein, c'est ce qu'on disait. Les violences continuent, elles n'ont jamais cessé, et c'est vrai que c'est peut-être là le principal obstacle à toutes ces velléités, cette volonté de faire du business du côté de Donald Trump. Et on a vu les deux hommes clés de cette affaire, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, tempérer en quelque sorte les espoirs qui sont, que Trump met en avant. Ils se sont croisés du côté de Bruxelles sans se parler il y a peu. On a entendu aussi Paul Kagame expliquer que rien n'était fait et que par le passé, des accords n'avaient pas été respectés par Kinshasa. Et chacun reste campé sur ses positions avec des exigences claires en ce qui concerne l'ennemi d'en face et la nécessité de désarmer certaines milices ou certains groupes armés, puisqu'il faut rappeler qu'il y a une centaine de groupes armés qui sont à l'œuvre, notamment à l'est du pays. Et donc, tant que tout ça ne sera pas fait, tant que tout ça ne sera pas sécurisé, il sera très difficile pour les Américains de mettre en œuvre leur ambitieux plan de contrecarrer la domination de la Chine dans la région. Un mot de conclusion, Colette Braeckman. Donc, on est loin d'une pacification de la région. Absolument, parce que d'abord, entre les deux hommes, Tshisekedi et Kagame, pour des raisons parfois objective, la méfiance est profonde, l'entente est pratiquement impossible. Chacun a l'impression qu'à un moment donné, l'autre l'a trahi, donc c'est le degré zéro de la confiance. Et la Chine, on ne sait pas ce qu'elle va répondre. Et puis les populations aussi, pas les populations rwandaises, mais surtout les populations du Congo, ont le sentiment d'être régulièrement attaquées, envahies par des supplétifs de l'armée rwandaise, que l'armée rwandaise intervient quand elle en sent la nécessité. Et donc il y a une rancune profonde au sein de la population congolaise contre ce voisin qui est pour le moins envahissant. Et il y a aussi maintenant une des méfiances à l'égard de Kinshasa, où cet accord peut-être va inciter les gens du Kivu à se sentir trahis aussi par les dirigeants de leur pays. Donc on est dans l'incertitude et tout ça n'est pas très bon pour le commerce et pour le développement des accords économiques. C'est tout le paradoxe, hein. On voit justement en ce moment les images, hein, donc à la Maison Blanche. On voit que ça s'active. Ils doivent a priori signer cet accord, pas justement dans le bureau ovale, hein, mais dans un institut politique. Un institut politique qui a été rebaptisé Institut Donald Trump, un institut pour la paix, soi-disant. C'est vrai que Donald Trump, c'est un petit peu son obsession d'apparaître comme un faiseur de paix. Il nous a déjà expliqué que la paix, il l'avait ramenée entre le Hamas et Israël. Il ambitionne de le faire pour l'Ukraine et la Russie, entre l'Inde et le Pakistan. Donc Donald Trump qui accueille ces deux hommes avec une particularité. Pardonnez-moi, je vous interromps, Karim. On a vu Paul Kagame sortir et Félix Tshisekedi, me semble-t-il. Ils s'engouffrent l'un et l'autre
Ah voilà, Paul Kagame qui sort en ce moment, donc c'était Félix Tshisekedi juste avant, et qu'il s'engouffre donc dans ses voitures officielles pour aller donc vers cet institut rebaptisé par Donald Trump. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump les reçoit un par un, séparément, avant que tout ce beau petit monde ne se retrouve avec d'autres dirigeants africains qui sont là en quelque sorte pour être témoins de ce moment présenté comme historique et en même temps des espèces de garants de cette paix dont on a du mal à imaginer qu'elle puisse s'imposer. En tout cas, Donald Trump y a mis beaucoup d'énergie pour les raisons qu'on a évoquées depuis tout à l'heure, les raisons économiques, mais aussi pour soigner sa stature d'homme de paix. D'ailleurs, demain, il va participer au tirage au sort de la Coupe du Monde et il devrait recevoir un prix de la paix qui sera décerné encore une fois par Donald Trump en attendant peut-être ce prix Nobel de la paix dont il rêve. Donc ça joue aussi dans la tête de Donald Trump. Colette Braeckman, encore 5 secondes parce qu'on a vu ces images, de voir justement ces deux chefs d'État ensemble et toute cette mise en scène. Votre réaction ? Mais c'est une image de pas de synthèse, mais c'est une image qui est fabriquée. Ces deux hommes n'ont aucune confiance l'un dans l'autre. Chacun d'entre eux a déjà trahi a trahi son voisin et ils le savent, ils l'ont gardé en mémoire. Donc l'état de confiance, il est absolument nul entre les deux et donc ils peuvent peut-être monter dans la même voiture, mais ça ne signifie rien. Demain je pense que malheureusement la guerre va continuer et alors il y a le troisième protagoniste qui sont les rebelles du M23 qui occupent maintenant le nord Kivu, le sud Kivu, qui contrôlent le terrain. Ils ne sont pas là et ils ont déjà dit qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés par cet accord. Donc ils affrontent l'armée congolaise qui essuie des défaites, qui a beaucoup de complications, qui travaille aussi avec des anciens génocidaires rwandais, avec des miliciens locaux recrutés qui sont parfois des tueurs aussi. Et vous avez l'armée rwandaise qui est pas loin de la frontière. Kagame dit qu'elle n'est pas là, mais elle peut traverser la frontière comme elle veut, reprendre les hostilités. Donc sur le terrain, rien ne ressemble à la paix. Rien ne ressemble donc à cette image, effectivement, où on voit ces deux chefs d'État ensemble et puis Donald Trump donc qui vont signer donc ensemble cet accord de paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Colette Braeckman, un journaliste au quotidien belge Le Soir, spécialiste de la région des Grands Lacs. Merci Karim, voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette mise en scène de la signature de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda sur le Nord Kivu et le Sud Kivu d'ailleurs. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez avec nous.